Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais avoir le plaisir d'interagir avec vous, mais je vous trouve très timoré. J'espère que cette présentation va d'abord commencer par me relier. Mais avant toute chose, je voudrais présenter toutes mes excuses pour le retard. J'ai mal calculé mon temps. Je viens du nord-ouest de Paris et le périph' ne m'a pas laissé trop de choix et de chance. Alors, le thème, parce que mon obsession était de se coller mais vraiment au thème, et le thème dit « Comment relever la Centrafrique ? Quelle approche stratégique et organisationnelle pour la reconstruction de la Centrafrique ?» Bon, je suis pas centrafricain. Je suis Patrice Passy, je suis le président de l'Université de connaissances africaines et nous avons eu à mettre en place tout ce qui va être dit dans un pays qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Je suis heureux de constater que la pensée stratégique endogène africaine va être au service de la pensée stratégique endogène centrafricaine à travers les assises nationales de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est donc ce que j'ai toujours rêvé, ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire nous partons d'un concept général afin que chaque cadre et chacun s'en approprie et puisse mettre cela en œuvre. Nous avons donc un premier essai et surtout un premier aboutissement. Je vous laisse imaginer ma satisfaction. Alors, quand nous parlons de la pensée stratégique endogène africaine, on parle d'un constat. Le constat est que les processus économiques de rente, quand on dit processus économique de rente, il faut savoir que le Congo-Brazzaville, par exemple, qui est un pays pétrolier, producteur de pétrole, le Cameroun, le Gabon, par exemple, tous ces pays réunis n'ont pas l'Institut de pétrole. Il n'y a pas un Institut national du pétrole. Il y a l'Angola qui vient de créer ça, parce que depuis longtemps, l'Angola avait une politique dans le cadre du socialisme de réappropriation de sa richesse. Donc nous avons par exemple ces pays. Nous avons la Centrafrique. Quand vous survolez la Centrafrique, il y a beaucoup de forêts. Mais à ce jour, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, etc., personne n'a l'Académie du bois, par exemple. Donc vous constatez que nous avons les richesses, mais nous avons une difficulté structurelle, plutôt une ignorance organisée qui fait que nous n'explorons pas ce qui va être le nouveau baril de pétrole des pays africains. Le nouveau baril de pétrole des pays africains, c'est la formation. Donc on s'est rendu compte que finalement, les processus économiques de rente et de coopération post-coloniale n'ont pas permis, depuis pratiquement 60 ans, de favoriser de véritables transferts de connaissances, de compétences, la construction d'autonomie authentique et pertinente, favorisant ainsi le maintien d'une demande toujours renouvelée d'assistance. À ce jour, nous allons tous, dans le cadre du programme avec la FMI, demander assistance alors que les désordres sont soit organisés par nous-mêmes ou par l'extérieur, mais surtout entretenus. Mais nous repartons pour demander parce que nous manquons quelque chose. J'ai eu la chance de conseiller quelques autorités politiques et j'ai constaté qu'il y avait un pays qui voulait avoir 9 milliards de dollars. Ce pays s'est tourné vers la Chine qui tout de suite a dit « Je vous accorde 9 milliards de dollars, moyennant sur 25 ans un contrat de concession sur vos exploitations minières. Nous, ça nous convient, en échange, on construit des routes, des hôpitaux, etc. Et c'est parfait. Les Occidentaux s'énervent, ils disent « Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes signataire des accords internationaux qui vous interdisent de dépasser 3% de la dette ne doit pas dépasser 3% du PIB. Et là, vous êtes largement au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président dit, moi, je vous ai demandé à plusieurs reprises, je suis depuis 16 ans en négociation avec vous pour obtenir un prêt. Il y a toujours des conditions sur conditions. J'en ai marre, je décide donc d'aller voir les Chinois. Les Occidentaux se disent, écoutez, faites comme vous voulez, on va voir. Quand ils ont dit faites comme vous voulez, on va voir, quelques mois après, il y a une guerre qui éclate à l'Est. Donc, le budget qui devait servir à régler les problèmes
est recentré vers l'armée, puisqu'il faut faire face à ça, etc. Et pendant que vous êtes en train de battre à l'Est, ils reviennent en disant, vous savez qu'on peut négocier, et puis cette guerre peut s'arrêter. Hein. Ça dépend de vous. Je dis, non, je ne veux pas de vous, avec tout ce qu'on fait. Je dis, mais c'est pas grave, la guerre s'amplifie. Donc à ce moment, les médias internationaux prennent le relais, vous avez un dictateur, il y a tant de morts, il y a la famine, on aggrave la situation à un point tel que vous vous sentez obligé par la pression internationale de renégocier. Et c'est au cours de cette renégociation que le président lui-même, directeur général du FMI, arrive pour négocier avec le pays en disant, écoutez, on peut négocier ensemble, mais bon, faites-nous lire vos contrats. En relisant les contrats, les experts du FMI détectent des lacunes, des erreurs dans le contrat. Vous ne pouvez pas négocier un contrat comme ça avec un pays, avec tant d'erreurs, des difficultés, ça ne marchera pas. Dans ce cas, nous voulons réécrire votre contrat pour que vous puissiez au moins préserver vos intérêts. Ah oui, nous sommes d'accord. Mais si nous écrivons, nous vous proposons dans ce cas de ne plus prendre 9 milliards, parce que si vous prenez 9 milliards, nos entreprises à nous ne pourront plus travailler. On ne pourra plus exploiter parce que les Chinois vont tout prendre. Dans ce cas, prenez 5 milliards. Ok, 5 milliards, je ne suis pas vraiment d'accord, mais oui, comme le rapport de force nous l'impose, on va prendre 5 milliards. Oui, nous avons bien réfléchi, nous proposons plutôt 3 milliards. Ok, 3 milliards, et tout d'un coup, la guerre s'arrête. Il n'y a plus de guerre, ce président devient merveilleux. En échange, vous êtes éligible au PPTE, je crois, oui. Vous êtes éligible à ça, et du coup, vous avez été effacé, vous avez les médias qui sont pour vous, qui vous soutiennent, etc. Vous avez plusieurs facilités. Mais entre-temps, les mêmes qui ont négocié avec vous vont à la City. Ils disent, les Chinois n'auront rien, parce que ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est nous qui détenons les terres, puisque nous avons les droits fonciers. Nous allons vendre ça, puisque nous, ils ne veulent plus de nous, dans le cas de la revisitation des contrats miniers depuis les années 60. Ils ne veulent plus de nous. On va vendre ça à nos copains, à nos amis, mais eux, ils n'auront plus la terre. Donc, ils sont vendus. Comme nous n'avons pas un système de renseignement qui nous permet de connaître tout ce qui se passe là-bas, au moment où la Chine accède au dossier et veut décaisser, elle vérifie quand même, elle se rend compte qu'on nous donne des terres dont ils ne sont plus propriétaires, nous ne pouvons plus décaisser. Et voilà comment on a torpillé complètement ce contrat en jouant sur quelque chose, nos ignorances. Et les ignorances sont dues et sont nées justement de nos pauvretés nationales. C'est en analysant tous ces éléments qu'on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Si ceux qui sont sur place ont le nez dans le guidon et ne se rendent plus compte des situations et des difficultés, nous qui avons la chance d'avoir un regard extérieur, qui comprenons, qui avons appris et qui avons on va dire, une certaine compréhension des complexités, il est peut-être mieux qu'on propose quelque chose à ceux qui sont sur place en complément de ce qui se fait. Donc, à chaque fois que nous proposons, nous parlons d'université, de la pensée, nous ne venons pas imposer, mais nous partons d'un constat. Le constat est le suivant. Les paradigmes post-coloniaux par rapport à la mondialisation ne fonctionnent plus. Et ces paradigmes sont par exemple la coopération bilatérale. Ces paradigmes sont par exemple l'aide au développement. Ces paradigmes sont par exemple le franc CFA. Ces paradigmes sont par exemple... Donc il y a plusieurs paradigmes qui ont construit l'agir et le vivre ensemble dans la société des nations, qui ne fonctionne plus avec l'arrivée de la Chine. La Chine est pour les pays africains comme un réactif dans un laboratoire. C'est-à-dire il met à nu tous les dysfonctionnements du système, parce que son aide est différente et sa manière est différente. Et le paravent droit de l'homisme qu'on met souvent en avant pour pouvoir justifier des ingérences humanitaires ou d'autres ingérences ne fonctionne pas avec la démarche chinoise, qui donc permet aux Africains, pour une fois depuis 60 ans, de disposer de ce que nous ne savons pas et nous avons toujours négligé, la capacité d'utiliser un mot. Ce mot est tout petit et sa durée de vie est très courte. Et c'est à nous de faire vite. Ce mot s'appelle le choix. Pour la première fois, nous avons sur la scène internationale la capacité de choisir entre deux systèmes de développement, deux procédures, deux méthodes de travail, etc. Et je pense que nous pouvons participer. J'ai entendu un verbe que je déteste, mais de tout mon être, le verbe aider. Il n'y a pas d'aide dans les rapports entre
l'État. Il n'y a pas d'aide dans les rapports commerciaux, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide entre l'État et les contribuables, il n'y a pas d'aide. Même quand l'État vous aide, c'est pour plutôt réduire les tensions qu'autre chose. Il n'y a pas d'aide. Donc c'est un verbe qu'on doit retirer dans nos logiques de fonctionnement et surtout dans nos logiques de pensée telles que ça a été dit tout à l'heure. Nous devons changer notre méthode de raisonnement. À partir de là, on se dit, mais nous constatons que les paradigmes post-coloniaux ne fonctionnent plus, mais nous ne pouvons pas continuer à raisonner avec ces paradigmes. Il faut concevoir de nouveaux paradigmes. Et pour les concevoir, il faut partir il faut créer nous-mêmes notre réalité. Pourquoi? Parce qu'il est temps. La littérature économique nous enseigne qu'à partir de 50 ans après, les peuples colonisés doivent être en mesure de produire leurs propres réponses par rapport à leur situation. Et ça fait 57 ans que nous existons en tant que colonisés, en tant qu'ex-colonisés. Nous pouvons maintenant concevoir nos propres réponses. C'est de là qu'est arrivée la pensée stratégique endogène africaine. Parce que la mondialisation rend plus complexes les choses. La mondialisation accélère les situations. La mondialisation nous fait passer d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, avec des partenaires qui, le matin, sont partenaires, le lendemain deviennent des concurrents, ainsi de suite. Tout devient instable et c'est au sein de ces équilibres instables qu'il faut trouver son compte et commencer à avancer. J'étais très heureux quand j'ai appris, avec bonheur, j'ai suivi ces travaux, comment les pays africains se sont réunis pour dire « nous allons créer maintenant la plus vaste zone de libre-échange au monde ». C'est très bien, mais ce n'est qu'une signature. Le gros du travail reste à faire. Et ce travail-là, c'est l'innovation. C'est la capacité d'innover parce que les besoins, les réalités, les difficultés africaines sont spécifiques et différentes de ce qui existe à nous maintenant. Mais nous, c'est qui? Nous, ce n'est pas les gouvernants. Les gouvernants sont liés dans un système. Lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils ont une kyrielle de conditions, de liens, de blocages, etc. C'est à nous d'apporter cela. La Chine doit une partie de son développement à cause de Chinois qui sont qui ont appris dans l'URSS, en Inde, aux États-Unis, etc. C'est pareil pour le Japon. Aujourd'hui, le meilleur whisky au monde se crée au Japon. Et c'est un Japonais qui est allé en Écosse, qui a suivi un Écossais, qui a copié le mode de fabrication, a ramené chez lui, adapté par rapport à la réalité, et a produit maintenant, 100 ans après, l'un des meilleurs whisky au monde. Donc c'est possible pour nous. Alors nous avons un handicap. Nous sommes ce qu'on appelle de gros répétiteurs. Nous sommes les spécialistes de la synthèse documentaire. Nous sommes ceux qui avons des doctorats. Nous sommes ceux qui avons des licences, etc. Mais 57 ans après, la Centrafrique est incapable de produire de l'eau salée pour les yeux. Vous savez, les bébés quand ils naissent, même ici nous le faisons, rien que de l'eau salée. Vous comprenez? Nous avons un principe actif qui est connu ici, le paracétamol. Mais nous sommes incapables, 57 ans après, nos pharmaciens sont incapables de produire du Doliprane centrafricain. Parce que nous préférons répéter, nous préférons faire comme les autres, mais incapables de produire. Ce n'est pas notre faute, même si en partie c'est notre faute. Pourquoi ce n'est pas notre faute? Parce que lorsque vous avez été colonisé, vous souffrez de ce qu'on appelle d'une difficulté de positionnement et de communication sociale, puisque vous êtes partagé entre plaire à celui qui vous a colonisé et respecter vos traditions. Donc vous êtes toujours tiraillé. La preuve, lorsque vous avez votre grand boubou, vous allez vous moquer de lui en disant « mais habille-toi un peu mieux, parce que j'aimerais plus te ressembler à l'autre que de rester dans mes traditions ». Et donc c'est un vrai problème. Et ça empêche en général la créativité. Il nous faut cabosser tout cela pour pouvoir transformer et donner un sens. Alors, dans ce cadre, nous avons pensé qu'il va falloir, puisque je me rends compte qu'il y a des problèmes de temps, et mon retard m'arrange rien, je vais vous amener rapidement vers une vision globale. Voilà. On s'est dit qu'il va falloir qu'on puisse créer l'université des connaissances africaines. L'université des connaissances africaines, par rapport à cette introduction, va être chargée de produire de nouveaux paradigmes. On ne peut pas tout le temps avoir une vision du monde avec les mots des autres. On ne peut pas réparer nos mots avec les mots des autres. C'est difficile, c'est complexe. Mais nous sommes aujourd'hui en capacité de produire de nouveaux paradigmes. Et c'est cela notre première tâche, la production de nouveaux paradigmes. La formation comme étant un vecteur
vecteur de diffusion de ce nouveau paradigme, parce que nous sommes conscients que le baril de pétrole centrafricain doit être la formation. Parce que c'est la formation qui transmet, c'est la formation qui construit, c'est la formation qui conscientise, c'est la formation qui élève, c'est la formation qui libère. Donc il nous va falloir nous impliquer ici. Oui, nous n'avons pas de financement, mais nous pouvons, grâce à une nouvelle organisation, rechercher ces financements ou les produire nous-mêmes. Ensuite, il nous faut faire la promotion de ces nouveaux paradigmes-là. Et surtout, le premier que nous avons conçu, c'est la pensée stratégique endogène africaine, qui est pour nous notre outil de communication d'influence. Il nous faut donc, la mission qu'on a accordée à l'université, c'est d'être aussi un centre d'expertise. Alors comment on va faire? Pour que cette université puisse trouver force et visibilité, il nous faut d'abord structurer cette pensée. Et pour la structurer, nous pensons que le premier moyen, c'est d'écrire un livre. Le livre nous permet de disposer d'une doctrine. Parce que la doctrine est cessible, la doctrine est transmissible. Nous pouvons, et la doctrine est critiquable. On peut l'améliorer. Alors que les propos, les réunions, etc. ne nous le permettront pas. Donc nous sommes en train d'écrire un livre sur la pensée stratégique endogène africaine. Puis organiser des cycles de conférences. Si tout se passe bien, nous souhaitons présenter ce livre en octobre à la Sorbonne dans des cycles de conférences pour justement commencer enfin à valoriser la pensée stratégique endogène africaine. Pourquoi une pensée stratégique endogène africaine? Parce que toutes les grandes nations ont ce qu'on appelle une pensée stratégique. La France a sa pensée stratégique, a une culture stratégique, la Chine, les États-Unis, partout. Nous avons essayé. Il y a quelqu'un ici, notamment en Afrique, qui a essayé, il s'appelle Thabo Mbeki, qui a parlé de quoi? De la renaissance africaine. Il a voulu lancer cette pensée, mais les considérations, parce qu'il avait le malheur d'être président de la République, les considérations politiques et politiciennes aussi sont venues se plaquer là-dessus, et ça n'a pas abouti. Mais il a été au moins le seul à commencer à amorcer cette réflexion. Ensuite, nous organiserons des événements autour de ça. La pensée stratégique endogène africaine, pour nous, c'est la nouvelle vision africaine. D'aucuns vont me dire, mais monsieur, vous ne pouvez pas, il y a 54 pays, comment pouvez-vous avoir la prétention de nous parler d'une pensée stratégique endogène africaine? Oui, nous posons les bases générales afin que, comme ça se passe aujourd'hui, chaque pays récupère en fonction de sa réalité et adosse ses préoccupations pour que cette pensée soit comme un livre vert, un livre rouge, que tout le monde s'approprie pour pouvoir faire du contenu les éléments structurant la réflexion générale. Et nous proposons à l'intérieur de cette pensée stratégique des nouveaux paradigmes, surtout une nouvelle doctrine. Ensuite, cette nouvelle doctrine doit être donc notre vision. Nous, notre devise, c'est désapprendre le présent. Parce que le présent fait de nous ce que nous sommes. Mais la réalité, la mondialisation exige de nous autre chose que ce que nous sommes. Autrement, avec les accords de partenariat économique, nous rentrons, c'est-à-dire l'Union européenne est en train de préparer un cycle d'esclavage économique éternel. Si nous acceptons cela et que ça se passe ainsi, le rapport de force va faire que nous rentrons dans un cycle d'esclavage économique éternel. Mais nous ne pouvons pas résister parce que nous sommes en économie et ce n'est que le rapport de force qui détermine. Le rapport de force, c'est ce qu'on appelle l'invisible. C'est ce qui détermine le visible. Vous ne comprenez pas comment le Cameroun a accepté de signer cela et vous ne comprenez pas comment la Côte d'Ivoire a été tentée de signer cela. Parce que simplement, le rapport de force les oblige et ce sont les deux grosses économies de l'Ouest et du Centre à qui on a confié la mission de former les autres afin d'accepter cela. À ce jour, il y a des résistances, mais pendant combien de temps? Sans moyens, on peut résister, mais ça ne va pas durer. Donc, il nous faut construire cette nouvelle vision. Et pour construire la nouvelle vision, il nous faut maîtriser les habiletés. Oui, quand Denis Strauss-Kahn a pointé du doigt dans le contrat les différents dysfonctionnements, il avait été surpris par la réaction de la partie, de l'une des parties prenantes, qui a bien fait comprendre que tel que ça avait été formulé, il n'y a pas d'erreur, mais ça avait été un choix stratégique. Et ma joie a été grande lorsque, à la fin, il a posé la question
à ce monsieur en disant « Vous avez été formé où ?» Et le monsieur de lui répondre « Je n'ai jamais quitté mon pays, j'ai été formé ici. » Il a juste acquiescé en hochant la tête parce qu'il avait bien compris que celui-ci maîtrisait les habiletés. Nous ne sommes pas mal formés parce que pour la plupart nous sommes venus après le bac. Si nous avons atteint ces niveaux, c'est parce qu'on a peut-être été bien formés. Mais ce qui se passe simplement actuellement, malgré le fait qu'on prenne les cours à même le sol, c'est surtout le taux de corruption. Vous savez, en Occident, la corruption s'arrête au niveau de la superstructure. Il se passe beaucoup de choses qui nous échappent, mais qui quelquefois relèvent de la pure corruption. Mais la corruption ne descend pas au niveau de l'infrastructure parce que entre la superstructure et l'infrastructure, il y a la loi. D'accord? Et nous, bêtement, sans se rendre compte, parce qu'en le faisant, ça nous poserait problème, tous ceux qui ont retiré la loi qui faisait le filtre se retrouvent maintenant avec une corruption généralisée. Et comme on est dans un système ou un mécanisme de corruption généralisée, on se retrouve maintenant dans nos sociétés avec une juxtaposition d'intérêts. C'est-à-dire, le Centrafricain, tous quand ils sortent, ils ont chacun leur intérêt. Le vivre et l'agir ensemble ne tournent plus. Donc, quand dans une société, le vivre et l'agir ensemble ne fonctionnent pas, ben, il suffit d'une étincelle, la bagarre, d'une étincelle, la guerre, puisque ce qui vous empêche de vous battre n'existe plus, étant donné que chacun court vers la satisfaction de son intérêt. Donc, on va lui dire, tu sais, pour tuer 10 000, si tu tues 10 000 personnes, tu auras le pouvoir. Ben, nombreux ici ne vont pas hésiter. Si on leur donne des armes, ils vont foncer droit pour le faire parce qu'il n'y a plus ce lien, il n'y a plus ces valeurs, il n'y a plus surtout ces valeurs qui empêchent d'agir. Donc, ce qui est dangereux dans nos États actuellement, c'est deux choses. La perte des repères, la perte des repères du fait de la corruption. Mais aussi le fait que pour pouvoir garder et maintenir le pouvoir politique, on a donné plus de pouvoir au cabinet politique qu'à l'administration. C'est ça qui a fait que tout s'écroule en fait. Le cabinet politique a une durée éphémère. Vous le savez, 4-5 ans, tu pars, etc., etc. Mais l'administration reste et tourne. Sauf que quand le conseiller du ministre devient plus important que le directeur général d'une entreprise, eh bien, à ce moment-là, tous les professeurs d'université deviennent attachés, conseillers du ministre, au lieu de jouer leur rôle qui consiste justement à nous produire de la connaissance. Du coup, on se retrouve avec deux handicaps. L'administration ne fonctionne plus, le prééminence du politique. Nous avons des sociétés maintenant où il est difficile, excusez-moi, de faire régner l'ordre. Alors, au cœur de notre stratégie, nous avons donc... Merci. Au cœur de notre stratégie, nous avons donc... Au cœur de notre stratégie, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une plateforme collaborative. C'est là où nous allons, puisqu'il nous faut nous adapter par rapport aux différentes évolutions, nous allons mettre en place cette plateforme qui aura pour outil de diffusion des formations. C'est-à-dire, la pensée stratégique endogène doit être enseignée pour nous apprendre à reconstruire une architecture stratégique en développant justement notre vision. Mais nous avons aussi d'autres choses. Nous avons prévu un institut de sciences criminelles et criminologiques et de criminalistique d'Afrique centrale. Nous avons un institut africain d'études africaines et globales. Pourquoi institut africain d'études européennes et globales? Pour la simple raison que nous sommes quand même l'un des seuls peuples. Pour prendre le cas de la RDC, nous constatons par exemple que c'est un prêtre belge qui a créé la carte ethnique de la RDC. C'est un prêtre belge. 57 ans après, c'est la seule et unique carte qui existe. Aucun linguiste congolais n'a été capable de lifter cette carte ou de proposer autre chose. C'est un vrai problème. Donc, nous sommes l'un des rares peuples que tout le monde connaît, mais qui ignore les autres. En France, certainement à l'Institut géographique, vous aurez les spécialistes de la Centrafrique. Mais est-ce que parmi vous ici, il y a un spécialiste de Paris? Est-ce que je peux avoir le spécialiste centrafricain de Paris?
Est-ce que vous comprenez? Mais vous aurez un spécialiste de bandit, d'accord, qui connaît les langues, etc., etc. Nous sommes l'un des rares peuples, tout le monde nous connaît, mais nous n'avons jamais pris le soin et le temps de connaître les autres. Mais alors, on fait signe même nous-mêmes déjà. Voilà, c'est encore plus grave, de d'abord se connaître soi-même. Nous sommes ce rare peuple-là. Tout le monde nous connaît, mais nous n'avons jamais pris le temps de penser qu'il est peut-être nécessaire de connaître la langue de l'autre. Alors que le premier catholique, quand il arrive sur nos terres, il nous a proposé une Bible en quelle version? Hein? La langue nationale. Pourquoi il avait proposé ça en cette version? Pourquoi il n'a pas obligé la Bible en sa langue? Parce qu'il avait compris que si vous voulez toucher, commencez par l'esprit, c'est-à-dire commencez par la culture. Or, nous, on arrive ici, j'aimerais bien qu'il y ait un spécialiste de l'Alsace. Quel est le spécialiste centrafricain, par exemple, de Renault? Quel est le spécialiste centrafricain de l'Élysée? J'aimerais bien connaître ces gens-là. Quel est le spécialiste centrafricain de l'Élysée, de l'usine Renault, de l'histoire des 30 Glorieuses, par exemple, ou de toute la France? Non. Donc, on s'est dit, avec la mondialisation et ses complexités, il nous faut donc avoir des spécialistes de tous ces éléments-là. Il nous faut des spécialistes centrafricains de la France, de l'Angleterre, de la Chine, etc. Parce que les négociations vont se complexifier au fur et à mesure dans ce monde de plus en plus mondialisé. Il nous faut des personnes capables de maintenir les dossiers et non ceux qui viennent ici et non nos fameux généralistes qui ont un semblant de connaissance dans un certain domaine parce que il y en a, parce que moi j'ai toujours pensé qu'il y a ceux qui habitent en France et ceux qui résident en France. Il y a une grande différence. Il y a ceux qui habitent en France et ceux qui résident en France. Alors la majorité habite en France et pense connaître la France, d'accord? Et chaque jour, vous avez la désagréable impression de ne pas trop connaître ces Français parce que la barrière linguistique d'abord vous éloigne, ensuite le regroupement vous éloigne, enfin les difficultés de tous les jours vous obligent à vous recroqueviller sur vous-même, ce repli identitaire tue tout connaissance. Et nous pensons donc toujours, j'ai une foi terrible en la formation, qu'il faut revenir, il faut créer cet institut dans chaque pays pour permettre aux futurs cadres de savoir négocier avec le chinois, de savoir comment ça se passe en Chine, quelles sont les règles de négociation, parce que la prochaine puissance c'est l'Inde. Comment négocier avec l'Inde, comment négocier avec le Mexique, comment négocier avec les États-Unis. Nous n'avons qu'un spécialiste de New York, aucun spécialiste des États-Unis. Comment allons-nous négocier avec les autres alors que eux, ils ont dans chaque domaine un spécialiste de la question. Figurez-vous, quand la guerre contre l'Irak a commencé, ou le terrorisme a commencé, il y a des spécialistes français de l'Irak, oh surprise, qui n'ont jamais mis pied en Irak, mais ils vont vous aborder la question avec certainement des erreurs, mais avec les points principaux. D'accord? Capable de soutenir une discussion, d'expliquer. Nous ne sommes pas capables. Et c'est souvent l'étranger qui vient nous parler de nous, qui vient nous expliquer nos coutumes, nos traditions. C'est scandaleux en 2018. J'aimerais bien, grâce à ça, qu'on puisse réfléchir à c'est une obligation de connaître l'autre en ce monde de plus en plus complexe. Et c'est l'Institut qui aura cette lourde charge. Nous avons maintenant le dispositif, parce que tout ça c'est bien. Mais j'ai des consultants qui me disaient, Monsieur Passy, tout ce que vous faites là, c'est bien, mais nous travaillons tous les jours. Nous vivrons de quoi? Il faut bien que ça tourne. Parce qu'on va avoir du mal. C'est pas compliqué. Nous allons mettre en place donc le dispositif industriel national des accès. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et enfin, puisqu'on s'est rendu compte que la formation va être donc le nouveau baril de pétrole des États africains, nous avons donc conçu le programme continental Mayele. Mayele en lingala, c'est l'intelligence. Donc, le programme continental d'intelligence qui est en fait des formations, ce que nous on appelle de la formation tertiaire. Ce n'est pas une formation universitaire, ce n'est pas une formation professionnelle, c'est plutôt une formation qui répond à un besoin précis. On a évoqué ça tout à l'heure, rapidement. Nous avons constaté que nos fonctionnaires, la plupart des cas, ne font pas la mise à jour de leurs compétences. Et en général, celui qui a été nommé à un poste de directeur général telle année n'a jamais fait de mise à jour en termes de formation. Sauf que, s'il a été nommé en 1980, s'il a eu les fonctions, s'il a terminé ses études en 1980, ses nouvelles fonctions en 1995,
je vous préviens qu'en 80, Google n'existait pas. En 80, Google Maps n'existait pas, Apple n'existait pas, Samsung n'existait pas. Cette accélération fait qu'il n'est pas habitué aux nouveaux outils, à la fois de travail et de fonctionnement. Ça nous pose un vrai problème dans la restitution et la compréhension des accélérations. Nous parlons maintenant d'intelligence artificielle, nous parlons maintenant de la connaissance artificielle. Tout cela nécessite des mises à jour permanentes. Et si les obligations ou les obligations professionnelles ne permettent pas de disposer ce temps, malheureusement, il n'y a pas un cadre qui permette justement de mettre à jour ces fonds. Donc, notre mission, c'est la mise à jour des compétences des grands cadres dans tous les pays, afin qu'ils puissent se familiariser avec les nouvelles évolutions. Parce que la Chine apporte une nouvelle vision. J'espère que vous êtes au courant qu'actuellement, dans le monde, il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a la vision occidentale avec la démocratie, et il y a la vision chinoise avec réussite sans démocratie. Et pour renforcer le clou, le nouveau président a été élu il peut travailler, jusqu'à sa mort, il reste au pouvoir. Pour montrer qu'on peut réussir sans passer par la case de démocratie. Et c'est un discours, c'est une démarche qui plaît à beaucoup de gens, je vous le garantis. Et du coup, ça a été aussi le signal fort envoyé aux uns et aux autres. Alors, pour que nous puissions nous faire connaître, nous avons besoin d'outils de communication. Les outils de communication, nous avons dans notre agenda les assises nationales des métiers et de la formation que nous avons, c'était les assises nationales des métiers, ou les assises nationales de... Voilà, les assises nationales de l'emploi et de la formation que nous avons organisées donc à Brazzaville au mois de février. Nous avons donc le premier sommet des investisseurs privés Europe-Afrique que nous souhaitons organiser en France à la fin de cette année. Et nous avons donc les conversations stratégiques que nous organisons pratiquement tous les ans. Et là, c'était un document fait en 2007. Nous avons donc une vidéothèque et la médiathèque parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui être visible, convaincre si vous ne maîtrisez pas la médiasphère et l'infosphère. Nous devons donc être capables de produire nous-mêmes nos informations, mais surtout nos connaissances afin de mettre à la disposition des uns et des autres. Les outils techniques, nous avons donc l'Observatoire national des métiers. Si vous voulez, pour que, une fois que nous avons fini avec les assises dans les différents pays, nous sommes en négociation avec le Cameroun, avec le patronat camerounais, pour faire cette fois-ci les assises nationales de l'entreprise et de l'emploi, parce que selon les pays et les préoccupations, nous adaptons l'offre, mais le cœur reste le même. L'Observatoire national, une fois que nous avons fini avec cette présentation, voici les outils techniques qui nous permettent de mettre cela en place. Nous avons l'Observatoire national des métiers, qui est notre outil statistique, puisque nous mettons en place une cartographie qui nous permet de disposer maintenant des connaissances pour apporter les réponses adéquates. Nous avons le Centre national des métiers. Sachez que du fait de l'évolution des classes moyennes, les services deviennent de plus en plus recherchés et de plus en plus recherchés. Donc nous mettons en place un centre national de formation de métiers qui a pour rôle justement de former les jeunes par rapport aux métiers nés de la mondialisation. Par rapport aux métiers nés de la mondialisation. Ici, nous avons une ville certainement que vous connaissez, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'Afrique centrale. Il y a une ville qu'on appelle, qui n'est pas très loin de la Centrafrique, qu'on appelle Mosaka. Donc nous voulons construire, c'est un petit village, mais nous voulons faire de ce petit village le premier village, la première ville aquatique d'Afrique, où justement, en partenariat avec un partenaire français, nous voulons justement mettre en place la première ville aquatique africaine, et le projet est déjà au niveau des études d'opportunité. Nous avons ici le projet de reconstruction historique sur la vie d'un village africain avant l'esclavage, et nous avons désigné ce projet sous le nom de Mwalamboka. Et de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de montrer aux autres. Moi j'ai beaucoup aimé, ceux qui vont au cinéma, vous voyez bien que les films historiques présentent toujours la splendeur de Rome, la splendeur historique, la splendeur du Moyen-Âge, tout ce qu'on vous présente est beau et magnifique.
Cette intelligence culturelle a un but, façonner votre regard, façonner votre regard, mais surtout, vous donnez toujours l'impression que tout est beau, tout était bien et tout était fort. Et moi, j'en ai marre qu'on présente mal notre histoire. Je parle du fait que nous pouvons créer un village qui va s'étaler sur 75 km et qui aura pour objectif de montrer comment nous vivions avant l'arrivée, avant la rencontre avec le blanc, comment la justice était rendue. Sachez que nous étions les rares et les seuls à avoir une justice sans prison. Vous connaissez les prisons avant la colonisation, il y avait des prisons en Afrique? Non. Sachez qu'on avait qu'on avait une façon de punir, et c'était très important, c'était très intéressant. Donc on veut montrer la vie historique de ces peuples, on veut montrer l'arrivée de l'Européen et ce qu'il a généré comme difficulté, et on veut créer le premier centre d'études sur l'esclavage et les sociétés africaines pré-coloniales. Non, pré-esclavage, voilà. Pré-colonial ou pré-esclavage. Donc on veut créer ça. Nous sommes en cours de négociation pour le tour de table en rapport avec le financement, parce que ça nécessite beaucoup de fonds. Et là, il s'agit en fait de montrer comment on fonctionnait, comment on vivait, comment on travaillait. Et dans la belle pointe noire, on aimerait bien mettre un homme qui va faire 300 mètres, je crois, de haut, avec un etc. Quelque chose d'assez gigantesque. Ce projet va être entièrement mené avec des Chinois, parce qu'on pense que pour les reconstitutions historiques, ils nous donneront assez d'éléments. Et nous sommes en train, à cause de ce projet, l'Université Marie-Louabi a ouvert une chaire sur les sociétés congolaises pré-esclavage, afin que nous puissions avoir le premier docteur capable d'aller défendre justement devant les autres ce que nous étions avant, puisqu'il faut fabriquer la production des connaissances. Il nous faut fabriquer ceux qui auront la lourde mission d'aller expliquer, commenter. Enfin, nous aurons ce qu'on appelle donc un centre de formation en ligne qui va justement prendre toutes les formations du Centre national de formation, du programme continental Mayele, et aussi des formations d'apprentissage pour pouvoir présenter au plus grand nombre si les moyens ne permettent pas aux uns et aux autres de se déplacer. Nous mettrons en ligne aussi des formations de l'Institut de sciences criminelles et aussi l'Institut africain d'études européennes et globales. Voilà un peu l'Université des connaissances africaines. Maintenant, si vous permettez et si le modérateur m'accorde quelques temps. Je vous en prie, vous pouvez continuer. Ça va passer après aux questions-réponses. Okay. Alors, la pensée stratégique endogène, je vous remercie, monsieur le modérateur. La pensée stratégique endogène a pour but de mettre un terme à l'obsolescence créatrice africaine grâce à un processus de destruction créatrice qu'on appelle l'africanisation. Tout ça, c'est un chapelet de mots. Qu'est-ce que ça veut dire en gros, ça veut dire nous en avons marre de mener nos négociations avec les mots des autres, de construire nos souverainetés collectives avec les mots des autres, de faire les choses avec les mots des autres. Il nous faut maintenant construire nos propres paradigmes pour pouvoir mener des négociations dans le sens qui nous convienne. Parce que lorsque vous menez une négociation en France, il se produit un phénomène que vous connaissez bien, qui vous est déjà arrivé, c'est que vous parlez deux langues en même temps, en simultané. Donc il y a la langue maternelle qui résonne, vous faites la traduction et puis ça sort en français. D'accord ? Donc du coup, vous êtes quelquefois étonné d'avoir des expressions d'emprunt ou des expressions du village. Quand on dit « toi, ici », généralement chez nous, on dit « ici ». Ici, on va vous dire « pourquoi tu dis ici ?» On a du mal à dire comme on le souhaite. Et il y a quelqu'un qui m'a toujours amusé. J'ai ma collaboratrice qui me fait souvent le reproche en disant « Monsieur Passy, vous n'avez pas dit merci. » Ah, tout vous est dû, Monsieur Passy. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous oubliez de dire merci. Parce que chez nous, lorsqu'on fait quelque chose, on le fait d'un cœur, mais on n'attend pas un merci.
Ah oui, j'ai constaté que vous faites quelque chose, vous vous en foutez du merci. Oui, parce que c'est comme ça. Donc, vous avez des attitudes et des comportements qui vous échappent dans votre gestion, dans votre attitude, mais qui trahissent justement vos origines et ce que vous faites. Et nous pensons qu'il est temps maintenant d'être nous-mêmes. J'ai été à Douala et très heureux de constater qu'il y a maintenant des cours en langue Douala et les salles sont bondées. Il est temps maintenant, au Mali, on peut dire des cours de Bambara, et eux, ils ont déjà une longueur d'avance par rapport à ça. Il est temps maintenant qu'on puisse avoir nos universités en Lingala, nos universités en Bambara, nos universités, si on ne peut pas avoir ces universités, au moins des cours dans ce sens. Parce que si vous ne pouvez pas développer une vraie pensée, si les mots sont toujours des mots d'emprunt, si la réalité est toujours virtuelle, et si vous n'avez pas toujours la compréhension des sources et des causes. Et c'est ce travail que nous nous donnons. Alors, nous pensons que pour réaliser ce processus de destruction créatrice, il nous faut conjuguer la règle des 5 I. Nous pensons que c'est le socle fondamental de la connaissance. Pour nous, l'ingénierie de la connaissance et de la formation, il nous faut maîtriser ça. L'ingénierie monétaire et financière, vous avez beau faire vos projets. Tout à l'heure, j'ai bien senti que la réflexion n'a pas été aboutie, c'est pas une critique, mais je l'ai constaté, la réflexion n'a pas été aboutie sur les sources de financement par rapport aux projets qui nous sont présentés. Mais il va falloir maintenant qu'on nous parle de comment on va trouver l'argent. Est-ce qu'on ira faire le monde comme d'habitude, on va demander de l'aide, ou il nous faut produire des mécanismes ou des dispositifs nous permettant de disposer des moyens de notre politique. L'ingénierie juridique et normative. Vous avez bien constaté que celui qui détient les Allemands, c'est les Allemands qui le disent souvent, celui qui crée la norme tient le marché. Celui qui crée, retenez souvent cette phrase, et même dans votre façon de vivre, quand vous concevez, vous vous imposez en général. Celui qui crée la norme tient le marché. Parce que c'est vous qui connaissez, c'est vous qui avez la connaissance, et c'est vous qui créez maintenant ce qu'on appelle les caractéristiques techniques, les règles, les normes, etc. Et les autres ne viendront pas. Et la Chine a compris. La Chine, en 20 ans, est passée de 2000 normes de 200 000 normes à 1 200 000 en 20 ans, parce qu'elle a compris que pour pouvoir gérer, participer, pour pouvoir participer à la course vers le leadership mondial, il faut justement être capable de produire la norme. Et donc, il nous faut maîtriser justement les subtilités juridiques. Trouvez-vous normal, en 2018, que le plan national de développement du Sénégal soit proposé par un cabinet américain, McKinsey? Trouvez-vous normal que toutes nos constitutions, à la veille de la modification, c'est un bataillon de juristes et de constitutionnalistes français qui arrivent pour vous apprendre juste à déplacer une virgule ou à reformuler un texte? Est-ce que c'est normal? Il va falloir maintenant qu'on puisse développer justement cette ingénierie juridique. Il nous faut aussi trouver une méthode. Ingénierie, j'espère que vous connaissez la définition, l'ingénierie pour la promotion des nouvelles souverainetés collectives. Parce que vous ne pouvez pas, l'Union européenne s'est construite par paliers. Ils sortaient de la guerre. Il y avait au moins 20 millions de morts chacun, des milliers, des dizaines de milliers de morts à gauche et à droite. Mais ils se sont dit, en 1949, je t'aime, je ne t'aime pas du tout. Mais pour vivre, j'ai besoin de ton acier. Et si on s'entendait sur ça, je ne t'aime pas du tout. Pour fonctionner, j'ai besoin de ton lait, j'ai besoin de tes vaches, j'ai besoin de ceci. Donc ils ont commencé par rechercher les points de convergence en minorant ou en mettant de côté les points de divergence. Alors le problème chez nous, c'est le contraire. Lorsqu'on se réunit, on commence toujours par rechercher les points de divergence au lieu de valoriser les points de convergence. Du coup, on s'arrête toujours. Ça se transforme en pugilat, en des hurlements, des cris, etc. Et on n'a plus envie de se voir. Au lieu de maximiser les points de convergence pour dire « je t'aime pas, tu le sais très bien, mais écoute, moi je passe par ta rue, est-ce qu'on ne peut pas mettre un pavé là pour qu'on passe ?» On va chercher, chacun va dire « non, mais moi je t'aime pas, tu es de telle tribu, je garde mon coin, et tant pis. » Et on continue à garder les immondices, etc. etc. C'est cet effort qu'il faut faire en travaillant sur l'ingénierie pour la promotion de nouvelles souverainetés collectives. L'ingénierie du futur africain. Sans vision, sans doctrine, vous n'avez pas de vision. Sans vision, vous n'avez pas d'éléments de mobilisation. Sans vision, vous n'avez pas de vecteur de diffusion.
Sans vision, vous n'avez pas d'éléments d'intégration. Sans vision, vous n'avez pas de corpus théorique de communication. Donc, nous avons besoin d'une vision. C'est pour ça qu'on a parlé de la pensée stratégique endogène africaine, parce que c'est utile pour avancer et se comprendre. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette pensée? Nous pensons que nous avons une dimension prospective à travers la réflexion stratégique et surtout l'adaptation stratégique. Nous qui vivons en France, nous devons faire preuve à chaque instant de l'adaptation stratégique. Quand j'arrive en France, une chose a attiré mon attention, la différence culturelle. Il y avait des choses, des mots, une manière de faire, d'être, de dire, qui m'étonnaient parce que ça ne correspondait pas à ma matrice culturelle. Du coup, je me suis dit, mais il faut que je comprenne comment lui, il fonctionne, parce que j'ai comme l'impression que quand je parle, il dit qu'il ne comprend pas. Et moi, quand il parle, je ne comprends pas grand-chose. Il va falloir quand même que je mette en place ce qu'on appelle une passerelle d'intercommunication pour nous permettre de nous comprendre. Mais pour cela, ça passe par la compréhension de l'autre. Et donc, j'ai conçu un cours qu'on appelait le management des diversités franco-africaines. Et ce cours-là, figurez-vous, conçu dans ma chambre, ensuite dans mon bureau, je l'ai enseigné à Sciences Po, à l'ENA, dans les chambres de commerce, etc. Parce que vous êtes parti d'une réalité, vous avez conçu une réponse et vous l'avez valorisée à travers un corpus théorique en s'adaptant à l'autre et surtout à ces canaux de formation. Donc je pense que c'est possible pour nous tous. Et la réalité africaine nous offre toutes les possibilités et tous les besoins pour nous adapter sociologiquement. Et l'adaptation doit toujours donner lieu à des solutions. Et ces solutions, on peut les valoriser. Alors, il nous faut donc la définition d'une vision globale. C'est possible. La vision globale nous permet de définir les termes généraux. Ensuite, chacun s'approprie en fonction de sa spécificité. Mais la matrice reste la même. Il nous faut une intelligence stratégique pour l'intelligence et aussi une intelligence décisionnelle. Mais pour définir ou développer une intelligence décisionnelle, il nous faut la capacité d'inverser, de s'introduire dans les lieux de décision. Or, nous aimons être en périphérie. Nous aimons qu'on conçoive pour nous. Nous aimons qu'on traite toutes les questions. Tant que nous sous-traitons les aspects intellectuels aux autres qui nous proposent les réponses, mais nous n'intégrerons jamais le cercle décisionnel des autres. Et nous ne pourrons donc pas être au courant des vraies situations et des vraies décisions. Alors, donc, cette capacité, cet aspect prospectif de la pensée stratégique endogène africaine nous oblige, en intégrant nos différences et nos difficultés, d'être une espèce de fabrique des consensus. Nous nous définissons d'abord comme une fabrique des consensus. Nous prenons votre différence parce que nous en avons besoin. Nous nous enrichissons de votre différence pour vous proposer maintenant un produit qui s'adapte à votre différence.